Le problème, ce n'est pas l'immigration en tant que telle, ou même la masse, c'est que la France n'a plus la foi dans l'assimilation. Je lui disais, ce n'est pas les communautarismes, c'est un communautarisme. J'ai fait une vidéo récemment sur Londres. Les Indiens hindouistes sont parfaitement intégrés et intégrables. Non pas parce qu'ils quittent leur culture, mais un Indien hindouiste ne voit aucun problème à faire cohabiter ses origines, même s'il pratique encore l'hindouisme, et sa nouvelle appartenance anglaise. Pourquoi ? Puisque dans l'hindouisme, il n'y a rien qui, fondamentalement, soit hostile aux valeurs fondamentales d'un pays libéral, occidental, judéo-chrétien. Parlons maintenant de l'immigration. Et oui, c'est un thème un peu, j'allais dire, banal, puisque les politiques en parlent tout le temps. Retailleau surfe là-dessus. Le RN, bien entendu, a une certaine légitimité, puisqu'il en parle depuis 40 ans. Le RN, héritier, bien sûr, du FN. Retailleau investit beaucoup ce thème, Éric Ciotti également, toute la droite, mais même des gens comme Valls sont devenus un peu plus lucides que les gens qui viennent du Parti socialiste en général. L'extrême gauche et ceux qui sont pro-migrants et pro-immigration illimitée en parlent également beaucoup, mais bien sûr de manière inverse, de manière victimaire, avec leur racisme structurel. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un sujet extrêmement prégnant. Je partirai d'un petit témoignage. Je suis passé à Marseille voir un parent récemment. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais dire, mais c'est une observation sociologique, je dirais presque clinique. Un quartier où j'ai habité il y a pas mal d'années, jusqu'en 97. Dans les années 90, j'avais vécu entre Aix-en-Provence et un quartier qui est tout près de la Capelette, à Marseille, et qui est entre la Capelette et la Timone. Et dans ce quartier, on avait une sociologie marseillaise très classique, quartier familial, des familles souvent d'origine un peu italienne, la vieille immigration italienne, mais d'il y a très très longtemps, avec d'autres un peu plus récents, mais le vieux Marseillais à la fois provençal et nord-italien d'origine, parce qu'il y avait des quartiers comme ça à Marseille, de même que les Goudes, c'était plutôt marseillais, provençal et grec. Il y a des quartiers qui ont des caractéristiques comme ça. Et ce quartier a été littéralement métamorphosé entre 1998 et 2025. C'est plus qu'une métamorphose, c'est carrément quelque chose qui est assez impressionnant. Les populations ont totalement changé. Et quand on nous dit la diversité, le communautarisme, l'immigration, c'est un enrichissement, c'est la diversité. Là, on n'est pas dans la diversité, on est dans une communauté qui vient là où il y avait une autre communauté. Alors, bien entendu, je ne tire pas de conclusion, mais l'immigration doit être traitée de manière géopolitique. C'est ce qu'on va faire maintenant. Cette petite anecdote sur ce quartier de la Capelette, dont un de mes cousins me disait qu'il ne reconnaissait plus du tout son quartier. Je ne parlerai même pas d'autres quartiers comme la Cerisay, où j'ai également séjourné quand j'étais plus jeune. Là, c'est dans les quartiers nord. C'était un quartier qui était peuplé de beaucoup d'Italiens de Tunisie, des Italiens qui avaient bénéficié des premiers HLM à l'époque du départ de nombreux Européens, majoritairement italiens, de Tunisie, puis ensuite des pieds noirs plus classiques d'Algérie. Ce quartier, la Cerisay, il y en a deux, c'est la Cerisay au Merlan, pour ceux qui connaissent, littéralement métamorphosé également. Mais plus qu'une métamorphose, c'est un choc. C'est un choc parce qu'en plus, l'immigration qu'il y avait jadis, c'était une immigration pauvre. Les Italiens de Tunisie n'étaient pas du tout une élite dirigeante en Tunisie, c'était plutôt les ouvriers, comme les Maltais. Il y avait en fait, en Tunisie, vous aviez les Arabes, les Maltais et les Siciliens qui étaient les classes très populaires. Et vous avez les Français, les Séfarades qui avaient déjà plus, qui étaient plus dans la haute bourgeoisie. Et donc c'était des gens pauvres, souvent même très pauvres, avec beaucoup de familles qui n'avaient pas été à l'école, comme c'est le cas d'une partie de ma famille. Et ces quartiers étaient très bien entretenus. Il y avait une sorte de civisme,
il y avait de la délinquance discrète, mais il y en avait bien sûr, mais il n'y avait pas d'incivilité, les quartiers n'étaient pas sales, les quartiers étaient entretenus, il n'y avait pas de dévastation, il n'y avait pas de destruction d'édifices gratuits, il n'y avait pas de voitures brûlées ou d'attaques aux cailloux sur des édifices, des pharmacies, des commerces ou des voitures. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de complètement effrayant qui réunit à la fois une culture d'une contre-société qui vient d'une civilisation qui a l'air de plus en plus hostile et en plus couplée avec des phénomènes d'incivilité. Alors pourquoi je disais il faut traiter ce genre de phénomène de manière géopolitique? Parce que l'émotion en géopolitique n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si on revient à la raison et à la froideur, on comprend mieux les différents paramètres. Et je commencerai par dire que pour traiter de l'immigration, il faut séparer les paramètres. Le problème du traitement de l'immigration depuis un certain nombre d'années, grâce à SOS Racisme et à toute une sorte de loi mémorielle et d'attitude mémorialiste et tout le jeu, bien sûr, de François Mitterrand qui a surfé là-dessus, on mélange immigration, on mélange islamisme et délinquance. Or, l'immigration, l'islamisme et la délinquance sont trois phénomènes qui sont différents. Mais souvent, ils se rencontrent, je ne veux pas le nier, ils se rencontrent, mais ils ne sont pas les mêmes phénomènes. Et bien sûr, si on mélange ces trois phénomènes, ça aboutit au victimisme, puisque si ces trois phénomènes sont mélangés systématiquement, eh bien, l'extrême gauche peut dire, quand vous parlez de l'islam, vous êtes anti-migrant. Quand vous parlez des migrants, vous êtes islamophobe. Si on mélange les trois paramètres, et quand vous parlez de délinquance, vous stigmatisez des populations arabo-musulmanes ou africaines. Le fait de mélanger islamisme, qui est un problème particulier, qui ne concerne pas forcément des étrangers, l'immigration et la délinquance fait que ça permet le victimisme, puisque dès que vous dénoncez un des trois phénomènes ou que vous analysez un des trois phénomènes en disant « attention », il peut y avoir une menace sur la sécurité et les valeurs fondamentales, eh bien, on vous accuse d'être racialiste ou d'être raciste ou d'être xénophobe ou d'être intolérant ou d'être extrême droite, etc., quand vous parlez de sécurité, d'islamisme et d'immigration. Donc, premièrement, d'un point de vue géopolitique, il faut séparer les paramètres. Deuxièmement, De Villiers a produit une pétition récemment, Philippe De Villiers, qui demande à organiser un référendum sur l'immigration. C'est le souhait de très très nombreux Français, mais on sait très bien qu'il n'y a aucune chance que ceci advienne, puisque le président de la République a quand même un certain nombre de prérogatives, et c'est quand même surtout lui qui provoque un référendum. La Constitution de la Ve République permet des référendums dans d'autres cas, mais c'est quand même, historiquement, c'est quand même plutôt le président qui a provoqué des référendums, notamment sur la base de l'article 11, pas seulement, mais c'est quand même surtout ça qui s'est passé. Il y a très peu de chances qu'il y ait un référendum. En Italie ou en Suisse, c'est différent. En Italie, vous pouvez obliger un gouvernement à provoquer un référendum s'il y a, je crois que c'est plus d'1 million de signatures. En Suisse, ce sont des pétitions qui réunissent des signatures. Je crois qu'il suffit de 600 ou 700 000 signatures en Suisse à vérifier. Donc en Suisse et en Italie, les constitutions prévoient des référendums organisés à partir de citoyens qui ont réuni un certain nombre de voix. Et quand on a le nombre de voix, enfin de signatures, ça peut être obligatoire d'organiser un référendum. Ce n'est pas le cas en France, en tout cas ça n'a jamais été comme ça en France. Et donc même si cette pétition a peu de chances d'aboutir, elle a le mérite de rappeler que de très très nombreux Français voudraient qu'on les questionne sur l'avenir de leur pays. Et il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus, mais est-ce que l'autochtone doit être associé au fait que son pays ne sera plus le même dans 30, 40 ans ou 100 ans? Ça me paraît quand même relativement légitime. Et c'est un non-autochtone qui le dit, puisque moi je suis le fruit d'immigration sicilienne et espagnole. Je n'ai absolument pas une goutte de sang autochtone, mais je comprends que les autochtones soient consultés sur le fait que leur pays soit totalement changé, transformé, métamorphosé, qu'il soit autre chose dans 30-40 ans. Alors bien sûr, certains vont répondre, et c'est très bien, c'est un enrichissement, c'est la diversité. Non, justement. Et là, c'est important, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. On me parlait de diversité, et un ami italien me disait, le communautarisme, c'est ça le vrai problème, parce qu'il n'y a plus de politique d'intégration, il y a encore moins d'assimilation, que je salue mon ami Fabrizio Agnochetti, qui est un grand analyste géopolitique de la revue Limes. Je lui disais, ce n'est pas les communautarismes, c'est un communautarisme. J'ai fait une vidéo récemment sur Londres,
les Indiens hindouistes sont parfaitement intégrés et intégrables. Non pas parce qu'ils quittent leur culture, mais un Indien hindouiste ne voit aucun problème à faire cohabiter ses origines, même s'il pratique encore l'hindouisme, et sa nouvelle appartenance anglaise. Pourquoi ? Puisque dans l'hindouisme, il n'y a rien qui, fondamentalement, soit hostile aux valeurs fondamentales d'un pays libéral, occidental, judéo-chrétien. Un de mes amis indiens me disait récemment, moi, quand je vais à la rue du Bac, dans l'hindouisme, je vais prier une déesse que l'hindouisme peut parfaitement intégrer. La Vierge Marie, pour nous, c'est l'équivalent d'une déesse, et l'hindouisme étant une religion polythéiste, syncrétiste et polythéiste, qui va pouvoir agglomérer la diversité grâce à ce polythéisme, pose beaucoup moins de problèmes. Le bouddhisme ne pose aucun problème. Avez-vous entendu parler une seule fois d'un communautarisme bouddhiste, d'un communautarisme hindouiste? Pourtant, il y a beaucoup d'hindouistes en France, et encore plus en Angleterre. Ils ne posent aucun problème de communautarisme. Avez-vous entendu parler de communautarisme chinois? Il y a des communautés chinoises, il y a des quartiers chinois, mais il n'y a pas de communautarisme chinois. Entendez-vous dans les radios, voyez-vous dans les télévisions des gens qui sont des leaders communautaires, qui se plaignent du racisme structurel de l'État, qui demandent réparation, qui demandent des lois spéciales pour les quartiers chinois? Alors, on pourra me répondre cyniquement, ils ne demandent pas l'autorisation, mais ils font quand même ce qu'ils veulent dans leur quartier. Peut-être, n'empêche qu'il n'y a pas de confrontation du point de vue de milieux bouddhistes, ou de milieux confucéens, de milieux hindouistes, ou de milieux asiatiques, avec les valeurs asiatiques, ou même, on pourrait parler des latino-américains, ou de chrétiens d'Éthiopie, par exemple. On a pratiquement, on peut avoir des problèmes individuels de racisme, etc., mais on n'a pas de communautarisme qui pose un problème juridique dans l'ordre administratif et constitutionnel. Le seul communautarisme qui pose un problème, et je ne dis pas que c'est un jugement, je constate que les intéressés eux-mêmes voient un problème dans le système laïcard, c'est le communautarisme islamique. Donc on voit bien que, premièrement, ce n'est pas l'immigration qu'il faut mettre en bloc dans cette étude. La délinquance, c'est encore un autre phénomène. Mais si on parle de valeurs fondamentales, de capacité de s'intégrer ou s'assimiler, il n'y a qu'une seule communauté qui pose un réel problème d'intégration et encore plus d'assimilation. Parce que mon ami italien Agnoquet, il distingue beaucoup l'intégration de l'assimilation. Avant, intégration signifie assimilation. Maintenant, il y a l'intégration à l'anglo-saxonne qui veut dire les communautés restent avec leur propre système et c'est très souple. Ça, c'est une nouvelle conception de l'intégration. Il est vrai que l'assimilation serait la solution pour garder l'unité de la France, pour intégrer des millions de musulmans, mais à partir d'un certain volume. Quand vous dépassez un certain volume, nous ne sommes plus dans la pluriculture. Nous ne sommes plus dans un système multiculturel. Nous sommes dans un système où une communauté, qui est la communauté arabo-islamique du Maghreb, et par extension, puisque c'est le même rite, vous savez que dans l'islam, il y a 4 écoles juridiques, et une école juridique s'appelle le malikisme, qu'on retrouve au Maghreb et en Afrique noire. Pourquoi j'en parle? Parce que le chaféisme, par exemple, même le hanafisme, ou surtout le chaféisme, j'en parlais récemment avec un leader kurde, quand vous êtes un sunnite chaféite, le rite de cette 4e école juridique sunnite, le chaféisme, est beaucoup plus ouvert sur l'altérité, y compris sur les communautés chrétiennes, un peu également l'hanafisme, que les 2 autres écoles, le malikisme et le hanbalisme. Le hanbalisme, il a donné le salafisme, et le malikisme, c'est l'islam nord-africain et d'Afrique noire. D'ailleurs, le malikisme a interdit toute forme de christianisme dès le XIIIe siècle au Maghreb. Donc vous voyez, quand vous faites venir en France des bouddhistes, des hindouistes, des chrétiens latino-américains, c'est pas pareil que de faire venir des musulmans. Mais quand vous faites venir des musulmans de rite chaféite ou hanafite, c'est pas pareil que faire venir des musulmans de rite malikite, parce que dans l'esprit malikite, dans l'école juridique malikite qui règne dans tout l'islam africain, qu'il soit arabo-berbère ou noir-africain, c'est ultra majoritaire, c'est l'école malikite, pour ceux qui ne connaissent pas ça enseigné. Le malikisme est beaucoup plus dur vis-à-vis du christianisme, beaucoup plus hostile que ne l'est l'école chaféite ou l'école hanafite.
il est aussi dur que l'école hanbalite par rapport aux chrétiens. Et c'est pour ça que l'école malikite, dans un contexte aussi de lutte avec l'Espagne et la reconquête, le malikisme, qui a beaucoup plus de contentieux historiques avec le monde chrétien, puisqu'ils étaient entrechoqués dans la zone espagnole, eh bien, l'islam que nous avons importé en France, qui est un islam essentiellement africain et nord-africain, est ce qu'il y a de plus opposé historiquement à la civilisation chrétienne pour des raisons juridiques, rituelles, hein, de jurisprudence, parce que dans l'islam, il n'y a pas de théologie, il y a de la jurisprudence, mais aussi pour des raisons historico-politiques, contentieux historiques, barbarie, piraterie barbaresque, occupation de l'Espagne et de la Sicile, ensuite reconquête, ensuite colonisation. Donc forcément, quand vous faites venir des populations qui viennent d'un contexte qui a énormément de contentieux historiques profonds, et ce serait hypocrite de le nier. Certains de mes amis musulmans peuvent me dire « Oui, mais pourquoi on parle de tout ça? C'est les contentieux, ça ne sert à rien. » Et si, parce que pour comprendre le présent, il faut comprendre le passé. Par exemple, les communautés chrétiennes en Égypte vivent beaucoup mieux en harmonie avec ce pays qu'elles ne vivraient dans un pays hanbalite comme le Qatar ou l'Arabie saoudite. Puisque ce n'est pas le même islam, ce n'est pas la même histoire, et la communauté chrétienne en Égypte, c'est au moins 8 millions de personnes, elle a un poids historique, elle est reconnue, et elle a des droits, même si elle a souvent eu des problèmes. Donc chaque pays musulman a sa propre histoire. Donc l'erreur de nos dirigeants, ce n'est pas uniquement d'avoir fait venir des gens issus de l'immigration. Mon ami italien me disait aussi récemment, oui, mais pendant très longtemps, la France, elle croyait en elle-même, c'est vrai, elle pratiquait l'assimilation, c'est vrai, à l'époque de mes parents, on ne badinait pas sur le patriotisme et il fallait s'intégrer à l'identité française. Et il me disait, le problème, ce n'est pas l'immigration en tant que telle, ou même la masse, c'est que la France n'a plus la foi dans l'assimilation. Alors, c'est vrai, c'est sûr qu'on fabriquerait plus des Français, y compris à l'intérieur des communautés afro-islamiques, s'il y avait une croyance en l'assimilation, si nos professeurs étaient des hussards noirs, comme à l'époque de la République laïque militante, bien sûr. Mais il y a aussi l'effet du nombre qu'on ne peut pas nier. Quand vous faites venir quelques centaines de milliers de Tchétchènes, de Maghrébins ou de Maliens, c'est une chose. Mais le jour où la communauté islamique, même si elle est diverse, hein, on l'a dit tout à l'heure, le jour où les communautés islamiques ne composent plus une petite communauté par rapport à d'autres petites communautés, mais la communauté qui elle-même draine l'essentiel des nouveaux flux, ce n'est pas pareil. C'est de plus en plus difficile à assimiler. Et moi, je pense que même si la France reprenait une véritable politique d'assimilation, orgueilleuse, fière, très, très sûre d'elle-même, comme à l'époque des hussards noirs de la République, à l'époque de la 3e ou de la 4e République, ce serait très difficile. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a des paramètres qui sont advenus, qu'on ne peut pas nier. C'est les antennes paraboliques dans les années 90 et les réseaux sociaux dans les années 2000, 2010, 2020, quand vous ne pouvez plus couper les communautés qui elles-mêmes deviennent de plus en plus nombreuses. Et comme le disait l'ancien patron de la DGSE, Brochant, M. Brochant, qui était il a été le plus longtemps le patron de la DGSE pendant 8 ans. J'ai échangé avec lui dans la mairie que gérait son frère un certain temps, Cannes, très intéressant, et il a surtout écrit, puisque je ne veux pas trahir ses propos, mais je rapporterai surtout les propos qu'il a écrits dans le Figaro, dans quelques articles rares, mais très très précis. Cet homme est un républicain, ce n'était pas un extrême. Brochant disait, à un certain moment, l'effet du nombre, à cause du regroupement familial, des naturalisations automatiques et du droit du sol, qui est spécifique à la France, qu'on ne trouve pas en Italie, à un moment, cette immigration arabo-islamique majoritaire, qui est prépondérante depuis un certain nombre d'années, devient auto-alimentée. Elle s'auto-alimente, elle s'auto-entraide, elle s'auto-entraîne. Il y a une sorte d'engrenage. Vous ne pouvez plus arrêter la machine. C'est une énorme pierre de milliers de kilos qui roule dans une pente, en plus très en pente. Très difficile d'empêcher ce genre de force. Et il disait, à un moment, ça devient auto-alimenté, ingérable. À part si un gouvernement arrive au pouvoir et utilise des méthodes extrêmement drastiques. Alors drastique, ça ne veut pas dire virer violemment, pas du tout. Quand je parle de drastique, c'est au niveau juridique. Tant qu'il n'y a pas une rupture de l'appel d'air, que les droits des citoyens
sont les mêmes pour les non-citoyens, ce qui est une révolution. Jusqu'aux années 80, dans n'importe quel système juridique et politique de toute démocratie, je parle de démocratie, il y avait une différence de droit entre le local et le non-local, entre l'autochtone et l'allochtone, et quand je parle d'allochtone, plutôt entre le citoyen qui a la carte d'identité et le passeport et le non-citoyen qui a une autre identité, une autre carte d'identité, une autre nationalité. Il y avait une différence. Aujourd'hui, non seulement on donne la nationalité extrêmement facilement, mais surtout, la jurisprudence inspirée de traités internationaux, de cours européennes de droits de l'homme, de sauvegarde des droits de l'homme, de déclaration de 1946, d'intégration dans la Constitution, dans le préambule, de différents textes internationaux abstraits qui n'ont rien à voir avec la Constitution. Aujourd'hui, les juges constitutionnels peuvent considérer que ne pas accorder les mêmes droits aux non-citoyens qu'aux citoyens est une atteinte aux droits de l'homme, aux droits des individus, à la dignité, à l'égalité, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est totalement sismique, puisque à long terme, ça veut dire que, c'est ce que disait d'ailleurs Friedman, le fameux économiste libéral Friedman. Il disait « Un État-providence n'est viable que si il est coupé des flux migratoires. S'il y a une perméabilité, si un État-providence accorde ses droits à des non-citoyens, mathématiquement, l'État-providence va s'écrouler pour des raisons numériques, et c'est normal, et on ne stigmatise pas les gens qui viennent en masse, et de plus en plus en masse, parce qu'après vous faites venir toute votre famille avec le regroupement familial, tant qu'il y a des droits sociaux accordés à tout le monde, aux nationaux comme aux non-nationaux, et nouvelle jurisprudence depuis quelques années, même aux délinquants, même quelqu'un qui est arrivé illégalement ou qui serait délinquant. J'ai parlé avec un responsable des MNA qui malheureusement a été viré de l'administration alors qu'il n'a commis aucune faute de type professionnel sur la matière qu'il traitait. La seule faute professionnelle qu'on lui a trouvée, c'est d'avoir révélé le fait que beaucoup de MNA sont des faux majeurs, des faux mineurs, pardon. Il nous a montré des dossiers administratifs, j'ai vu les preuves. Malheureusement, il ne trouve pas d'éditeur, mais je pense que bientôt il va en trouver un. Il a été renvoyé à l'administration uniquement pour avoir révélé que de nombreux délinquants sont arrivés par des filières d'immigration clandestines et malgré des preuves de délinquance, parfois ils violent des gens dans les foyers, ils sont dans des trafics de drogue et ils ont menti sur leur âge et ils ne sont absolument pas des mineurs, malgré plusieurs griefs de mensonges ou même carrément d'enfreinte à la loi, eh bien les droits sont continués, les droits sont toujours attribués à ces personnes. Eh bien il a été renvoyé de l'administration parce que ça faisait des vagues. Donc si vous voulez, l'état actuel de la pompe aspirante est tel qu'on ne peut même pas en vouloir à des migrants issus donc de l'autre rive de la Méditerranée de vouloir venir en masse, puisque c'est quelque chose qui est irrésistible. Et donc, tant qu'il n'y a pas des mesures drastiques qui remettent en question cette non-différenciation entre le national et le non-national, entre le national et l'étranger, forcément, le phénomène va s'empirer et je pense que nous allons vers un risque réel non pas de guerre civile, mais de fracturation extrêmement radicale de la société française. J'en veux pour preuve plusieurs témoignages de gens à qui j'ai parlé récemment à Marseille, qui viennent de ce quartier, et aucun d'entre eux est un extrême, aucun d'entre eux ne vote pour des partis que l'on jugerait extrêmes. Et donc je le précise parce que ce ne sont pas des gens qui ont cette façon de voir la politique. Ce sont des gens qui sont très très modérés. Tous, on était une dizaine, il y avait à peu près 5 familles réunies à table. Tous ces gens qui viennent du quartier de la Capelette veulent quitter Marseille, ne veulent plus que leurs enfants vivent à Marseille et veulent un autre horizon pour leurs enfants. Et leurs enfants ont déjà, pour ceux qui ont fini leurs études, quitté Marseille. C'est un phénomène, je répète, ce ne sont pas des gens qui ont des visions, des a priori idéologiques ou qui ont voté pour des partis qu'on jugerait extrêmes. Ce sont des Marseillais de base, humanistes, qui croyaient encore à l'intégration, Marseille-Espérance, jusqu'à il y a encore quelques années. Donc ce phénomène est extrêmement grave, il va y avoir un repli, des gens qui vont quitter leur quartier et leur ville, et donc il va y avoir un peu comme à Bruxelles, des villes d'Européens et des villes de non-Européens. On aura plutôt qu'une guerre civile ou un grand remplacement, moi ce que je vois dans le futur, c'est l'Espagne à l'époque des taïfas.
des royaumes avec des califats islamiques localisés et des royaumes chrétiens également fragmentés avec des alliances parfois, des heurts, des alliances, des pactes, des agressions, des non-agressions. Et on aura donc plusieurs civilisations totalement coupées d'autres quartiers ou d'autres villes où il va y avoir, pour ceux qui auront les moyens de quitter les quartiers, eh bien, il va y avoir des regroupements. Chacun va aller dans le quartier où sa civilisation est plus ou moins respectée et renouvelée. Voilà ce que je voulais dire sur l'immigration aujourd'hui. On fera une autre vidéo bientôt sur qu'est-ce que serait une immigration intelligente et une immigration qui intègre dans le sens assimilé. Qu'est-ce qui pourrait faire le secret d'une immigration donc le plus assimilatrice possible, sans contrainte, juste par la diffusion de ce que j'appelle le patriotisme intégrateur. Ça, ce sera dans la prochaine vidéo dédiée à l'immigration.